propose que vous puissiez adresser vos questions aux personnes présentes sur la table ronde. Alors, qui se lance ? C'est sûr, c'est dur. Hein. C'est le moment, après le repas, là, j'en ai vu s'écraser dans leur fauteuil. Oui, monsieur, j'ai une question dans le fond. Il faut bien lever la main pour qu'on vous voit. Voilà, levez-vous, faites là ou là. Toujours le doctorant de ce matin. Oui, j'avais envie de dire que quelque part, j'avais une métaphore qui me venait en tête en écoutant mon collègue sur les questions. C'est que quand on a créé les ouvre-boîtes, celui qui l'a créé, évidemment, c'était quelqu'un qui ouvrait souvent beaucoup de boîtes et donc finalement, c'est devenu public et tout le monde l'utilise, l'ouvre-boîte. Et donc au début, c'était quand même pas pour lui. C'est comme un peu les couteaux, maintenant on ne les vend plus, les hachoirs qui sont utilisés par les bouchers. L'intelligence artificielle fait partie des ouvre-boîtes du futur, pour pas dire de l'actuel. Ce qui fait que si une collectivité, je me disais, moi j'étais tout content, je le disais avec ma directrice de thèse, c'est extraordinaire qu'une collectivité ait créé un groupe de recherche et développement pour elle aussi se poser des questions de l'utilisation de l'ouvre-boîte. Donc ça veut dire quelque part, elle a fait une avancée. Est-ce que notre question en tant qu'académique, du monde académique, ce n'est pas d'améliorer l'ouvre-boîte? D'où ma deuxième question. Quel est le lien où vous pensez qu'il faut l'améliorer, s'il n'existe pas, entre la recherche-développement côté Lille et puis l'intelligence territoire côté Angers? Quel est le lien avec les fabricants d'ouvre-boîtes, c'est-à-dire l'académique? Allez-y, je vous en prie. Non, mais je me lance. non, je trouve ça pas mal, effectivement, la métaphore sur l'ouvre-boîte, parce qu'il faut quand même défantasmer pas mal de choses. Ouais, c'est un peu l'histoire de l'innovation technologique. Ça, c'est un premier point. Alors nous, en tout cas, sur les relations avec le monde académique, on est plus ou moins accompagné. En fait, on travaille avec l'Université de Lille et Centrale Lille. Donc, c'est Pierre Chenet qui est responsable de sciences et intelligence des données, qui nous accompagne. On a eu toute une réflexion amont sur les données, le service public métropolitain de la donnée, sur lequel il nous a beaucoup accompagnés. Mais en réalité, ceux qui aujourd'hui fabriquent les ouvre-boîtes, ils sont plutôt de plusieurs natures. Parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'IA qui sont en R&D du monde académique. Donc ça, c'est vrai que c'est encore beaucoup en recherche. Après, il y a les industriels des ouvre-boîtes aujourd'hui qui sont... voilà. Et aujourd'hui, ça va plutôt être comment nous, on arrive à travailler avec eux, avec les exigences qu'on va avoir. C'est-à-dire déjà de savoir comment est fabriqué l'ouvre-boîte. C'est-à-dire c'est quoi la boîte noire, c'est quoi le code, comment on peut savoir. Quelle est... alors les questions, on pose des questions que nous non plus, on ne sait pas encore répondre. C'est-à-dire quelle est l'impact écologique de cette IA. Donc il y a encore beaucoup de questions, même si ces questions aujourd'hui elles ne sont plus forcément sur le champ académique et sont aujourd'hui beaucoup industrialisées. Donc nous on a la chance là d'être accompagnés par le LNE, qui est le laboratoire de métrologie, ou je ne sais plus le E, mais qui a un fort volet recherche et qui nous aide à avoir un peu notre méthode d'évaluation en fait des systèmes d'IA pour savoir un peu comment on va y aller et rentrer par cette porte-là. Voilà un peu pour la question. Est-ce que quelqu'un veut compléter ? L'ouvre-boîte, ça vous inspire ? Alors moi je dirais pas l'ouvre-boîte, je dirais plutôt que il y a en fait une vraie volonté de travailler avec les universités et en tous les cas de pouvoir presque mettre en pâture le projet de la collectivité. Il y a d'ailleurs je crois quelqu'un qui est représentant de l'université d'Angers là et dans l'assemblée et voilà et qui il y a un groupe donc Angers Loire Campus qui
une structure et qui, au sein de cette structure, en fait, a mis en place une commission et un groupe de travail sur territoire intelligent et qui se saisit en fait de cette question. Voilà, pour que ça fasse avancer les choses, mais avancer dans le bon sens, c'est-à-dire que pour que vraiment le monde universitaire, mais le monde des étudiants et puis derrière la formation mise en place et donc a priori et a posteriori tout au moins les gens qui vont sortir sur le marché de l'emploi et donc derrière les entreprises, etc., puissent s'emparer aussi de ce territoire. Et je parlais tout à l'heure d'un projet commun et c'est vraiment ce qu'ont essayé de mettre en place les élus. Et ce projet, il a été... ce qui est assez étonnant quand même sur 33 communes et un conseil d'agglomération, le lancement de ce projet a été voté à l'unanimité par l'ensemble des élus. C'est donc qu'il y avait quand même une force et une volonté politique de mettre quelque chose en place. Donc sur la donnée, alors nous par contre on n'a pas été agressés depuis 9 mois, on est relativement tranquille puisque grosso modo on n'était même plus atteignable. Donc en tous les cas, c'est vrai que voilà, c'est des risques qu'il y a et par rapport à donc toute ce vécu de la cyberattaque, on est aussi en train de commencer à travailler à mettre en place la stratégie justement sur la donnée. Et puis alors on est nettement moins avancé que le Grand Poitiers, mais on voit bien que très rapidement, quand je disais que c'était un facilitateur, un accélérateur, le territoire intelligent montre qu'en fait il y a de la donnée, il y a beaucoup de données qui remontent. Et c'est pas le tout d'en avoir, mais qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'organise, comment on la traite, à qui elle sert, pourquoi faire, enfin, et donc il y a toute cette stratégie qui est en train d'être travaillée. Parfait. Je relais une question avant que... si David a le micro. Non, je relais une question. Comment, justement, quand on est dans une communauté qui est assez grande, comme par exemple ici Poitiers, on fait pour intégrer aussi les territoires plus ruraux et qui n'ont pas forcément les infrastructures, les compétences, les connaissances pour participer à cet effort d'ouverture de la donnée, pour réfléchir à cette diffusion de la donnée et pour aussi en faire l'utilisation. Parce que vous nous avez montré des photos, mais vous nous avez dit aussi que c'était là sur Poitiers. Quand on est à Saint-Sauvant, par exemple, il faut venir jusqu'ici pour participer. Donc, comment on les fait monter dans le train ? Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu le début sur l'ouverture des données des communes. Donc c'est vrai que, comme je disais, voilà, on a un service commun avec elles et on les accompagne déjà aujourd'hui dans la structuration de leurs données, rentrer dans les standards existants d'ouverture de données obligatoires, parce que on est plutôt sur ça, on part pas avec l'artillerie lourde de tout ouvrir, parce que sinon les pauvres ils seraient forcément noyés. Mais donc on les accompagne déjà avec des outils parce que beaucoup ne sont pas outillés pour collecter ces données-là. Donc là, effectivement, il y a un accompagnement assez fort auprès d'elles, quotidienne. J'ai ma collègue dans la salle qui pourrait en parler mieux que moi parce qu'elle fait ça. J'ai au quasi quotidien aujourd'hui avec les communes. Donc forcément, c'est les accompagner. On a forcément à avoir cette réflexion sur nos data sandwich, effectivement, qui ont lieu aujourd'hui à Cobalt, et on a proposé aux communes, bien sûr, de faire également ce type d'animation ou d'accompagnement, d'acculturation. C'est pas forcément les data sandwich, c'est aussi sous forme de plus de présentation, d'acculturation auprès de leurs élus, des élus ou de leurs propres citoyens qui vont pas venir effectivement sur Poitiers. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de réflexion. Donc on a encore un peu juste pour vous faire des retours sur ces questions là, parce qu'on est vraiment là aujourd'hui plutôt dans la saisie de la donnée, dans la fiabilisation de la donnée qui saisissent, dans le contrôle, la validation et le passage vers l'open data de ces données-là, et de leur côté de la valorisation de ces données sur leur site internet par exemple, pour que ça donne une visibilité aussi de leur côté et pas que sur notre plateforme Grand Poitiers. Donc ça, c'est le travail qui est actuellement en cours. Oui, cet accompagnement apparaît comme aussi nécessaire, puisqu'on remarque, on parlait de cybercriminalité, tout à l'heure vous évoquiez d'avoir été attaqué, mais on est plus facilement... On n'a pas encore été, nous, attaqués. Pas encore. Nos collègues de RSSI là-bas. On l'espère pas d'ailleurs. Je ne vous le souhaite pas.
Non, en plus, je connais bien votre expérience de là-bas. Je sais que c'est compliqué. Mais la question se pose effectivement sur les petites structures qui sont peut-être plus facilement attaquables. Alors c'est peut-être moins intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas plus facilement attaquables que les grandes qui sont plus équipées, plus préparées pour faire ça. Donc il y a aussi une mutualisation des moyens peut-être derrière sur cette question. On n'est pas, enfin, pour l'instant, je ne veux pas m'engager. Le directeur général des services est là, mais on n'est pas sur la mutualisation de tous les systèmes des communes en fait, au niveau du système d'information tout simplement. Oui. On n'est pas à ce niveau-là hein, pour l'instant. Puis on en est loin, je pense. On a déjà le nôtre à assurer. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, donc je ne me trompe pas. Merci beaucoup. David ? Je voulais juste relayer une question de Julien et savoir si les collègues qui avaient fait le déplacement pour venir nous voir et évoquer leur expérience pouvaient répondre à une partie des questions qu'il avait évoquées. Il y en avait une qui me venait à l'esprit en particulier sur le lien entre numérique et rénovation des services publics. Quand on parle rénovation des services publics, de manière assez caricaturale, moi je fais le lien entre l'offre et la demande. C'est-à-dire quelle est notre offre de prestations, nous, collectivité, et quelle est la demande du territoire en face. Et finalement, le numérique peut être un levier d'une meilleure connaissance de la demande. Parce qu'on constate souvent finalement que les collectivités produisent des services sans bien connaître les besoins des usagers ou en pensant les connaître et sans forcément bien les connaître. Et peut-être que le numérique peut être un moyen de mieux connaître la demande, le territoire, les besoins. Et donc la première question que je me posais, c'est est-ce que vous avez des exemples qui viennent en tête, des expériences que vous avez menées, qui vous permettent en fait, grâce notamment peut-être à la data, grâce aux outils numériques, de mieux connaître la demande du territoire et d'ainsi participer à rénover les services publics. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on est plutôt centré sur l'offre. Quand on parle de rénovation des services publics, en termes d'offre, il faut qu'il y ait des décisions. Les décisions, aujourd'hui, elles sont portées par les élus dans les collectivités. Et quand je vous écoutais, je me demandais, c'est ce qu'évoquait un peu Julien, quel était finalement le portage ou l'appropriation de ces questions sur un champ politique, parce que il me semble que quelquefois les élus, avec peut-être des focales, à moins d'avoir une focale et une expertise spécifique sur ces sujets, mais il me semble que les élus sont souvent assez éloignés de ces questions-là et peuvent même avoir peur de ces questions parce que enfermés dans des modèles où finalement le service public est un service de proximité, en présentiel, en face à face, avec un agent derrière chaque habitant du territoire, j'exagère à peine. Et donc la question du numérique pourrait finalement décentrer ce modèle de base. Donc deuxième question, quel est le degré de portage des élus qui sont dans vos collectivités sur ces questions et on sait qu'en matière d'innovation, le leader est quand même très important. Si on n'a pas un leader élu et un leader administratif derrière ces questions, il y a de grandes chances finalement que les techniciens que vous êtes déploient des énergies hyper importantes, mais que petit à petit, sur un temps long, finalement vous allez petit à petit ne pas arriver à déployer parce qu'il y aura un décalage entre votre propre intérêt et la décision qu'au final la collectivité ne prendra jamais parce que les élus ne sont pas justement en situation de soutien, de sponsoring ou de leadership. Donc voilà, c'était les deux questions qui me venaient à l'esprit quand je vous écoutais. Merci. Alors qui se lance ? Allons-y. Moi, je veux bien me lancer. Alors sur la première question, est-ce que le numérique aide à repenser le service public ? D'abord, je voulais dire non. Et après, il y a du oui. Donc non, je pense qu'il faut surtout pas rentrer par le numérique pour repenser le service public. Avant d'être à la MEL, j'étais ailleurs, dans une autre collectivité, et on était vraiment rentré là-dessus avec un fort lobbying politique pour le coup. Donc j'étais à Tourcoing avec Gérald Darmanin comme maire à l'époque, et donc la solution est numérique. Et on a commencé à déployer beaucoup de numérique, de l'appli, pour détecter le problème en live, plein de choses comme ça. Et puis expérience du portail famille, ce qui sera d'ailleurs un exemple pour la deuxième question. Le portail famille, ça c'est le truc que toutes les collectivités ont, Et puis on fait tout numérique. Avant, fallait venir de 14h à 18h à la régie pour payer, donc une vraie galère maintenant on dit ça va être super, vous pourrez payer votre cantine à 20h dans votre canapé.
on met en place le service, 3000 familles à Tourcoing concernées. On suit les stats, enfin moi j'étais vraiment derrière dans le back-office, voilà. Première semaine, enfin dans les 2 premiers jours, 1000 familles inscrites, qu'elles créent leur compte, on voit que c'est fluide, machin. Après on voit déjà que c'est étonnant parce que ça commence la cantine tout de suite, mais malgré tout, on reste à 1000, à 1200. À la fin de la 2e semaine, on arrive à 2000 familles. Malgré tout, il nous en manque toujours 1000. Où sont-elles ? Elles ne sont pas sur le numérique. Donc, Tourcoing, il y a des familles qui ont déjà du mal avec la langue française. On leur ajoute des problèmes d'électronisme et là, on les met complètement de côté du service public. Donc, je pense que ça, c'est vraiment l'illustration qu'il faut surtout pas rentrer par le numérique pour repenser le service public. Est-ce qu'il est un truc en plus ? Oui, par contre, il ne doit surtout pas remplacer, et là on l'a vu. Et ce qui nous a amené derrière à créer un laboratoire citoyen pour le numérique, où finalement on identifiait les usages avec les habitants. Voilà, je me rappelle d'une maman qui m'a dit c'est super, mais moi alors je redis, on est dans le nord, donc le samedi quand il pleut, que je vais aller à la piscine avec les gamins et que je monte sur le périph' et qu'en fait je suis bloquée pour arriver 1 heure après à la piscine pour me rendre compte qu'en fait elle est fermée parce que c'est la purge du bassin, ça serait super qu'il y ait un outil numérique qui mette en relation tous ces jeux de données qui existent, voilà. Et donc on est parti de cet usage de cette maman pour lui développer. Et en fait on a développé comme ça une série d'outils numériques en partant de la demande usager, et au-delà de la production d'outils, c'était de mettre dans la même pièce des agents, des citoyens et des développeurs. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment surtout pas partir par le numérique. Voilà. Par contre, il y a un petit oui quand même. Effectivement, là, on se rendait compte quand même qu'avec une meilleure, les données, quand elles sont bien propres, bien gérées par des figistes qui font un bon travail, de savoir qu'effectivement, on n'a pas assez de stations Vélil à côté de la gare où il y a en fait énormément de flux et que la plupart du temps, il n'y a jamais de vélo. Au contraire, il y a plus de place pour mettre son vélo et que les gens sont en galère, et qu'en fait, on voit un peu qu'on peut mettre ces 2 flux. Là, effectivement, on peut améliorer le service public là-dessus. Donc, je dirais que c'est pas la porte d'entrée, mais ça permet de l'améliorer. Je veux bien compléter. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt vu comme un levier, en fait. Je vois que nous, du côté, effectivement, de la donnée, le prisme sur lequel je travaille depuis plusieurs années, c'était effectivement, on l'a fait avec des usagers. Donc, l'ouverture, elle s'est faite sur ce que les gens avaient besoin d'ouvrir, des choses assez simples, qui étaient vraiment liées à leur propre problématique quotidienne, en fait. Déjà, de montrer à voir. De voir tout simplement la donnée, pas forcément de faire des développements d'applications. Mais il y a eu effectivement aussi du développement d'applications, mais qui s'est fait conjointement, effectivement, avec des développeurs, des usagers développeurs, à leur temps perdu, qui ont effectivement, alors on a un exemple notamment sur Poitiers, sur le stationnement en temps réel. Donc là, il y a eu plusieurs développeurs. Il y en a un qui a développé en Android, l'autre qui a développé sur iPhone, d'autres a développé une application basique que le site de la ville d'ailleurs utilise aujourd'hui. Et c'est des indépendants qui font ça, à leur temps perdu, mais qui ont répondu à un véritable besoin aujourd'hui, effectivement, d'usage. Enfin, l'usage, effectivement, il est primordial. Ça sert à rien, effectivement. D'aller créer la plus belle application si elle ne répond pas, effectivement. Puis on voit aujourd'hui, je sais pas, vous le constatez, j'imagine, qu'aujourd'hui l'utilisateur il est aussi dans de l'application jetable. Quand j'entends jetable, c'est-à-dire on l'a sur notre smartphone, à un moment on en a besoin, puis on la jette et on la reprend à un autre moment pour la voir. Donc d'où l'importance effectivement d'avoir des données ouvertes pour aussi permettre effectivement de créer ces applications, j'allais dire Kleenex quelque part, où vous allez l'enlever, libérer de la place, vous allez avoir besoin à un autre moment, vous allez à Lille, vous allez prendre l'application qui va bien pour aller d'un point à l'autre. Enfin bref, vous allez être plutôt dans cet aspect-là. Puis effectivement, après il y a tous les gens qui sont pas du tout sur ces aspects effectivement numériques, il faut effectivement pas oublier. Mais nous on a pu faire, on le fait moins aujourd'hui, mais on a fait avec ma collègue qui est aussi dans la salle des animations autour avec le public, autour de la donnée, mais autour pas du tout des outils numériques, de faire comprendre effectivement la donnée avec des pet shops, Virginie par exemple. On a plein de souvenirs, ou du photolangage, enfin bref, des techniques d'innovation qui ont permis effectivement à des gens qui sont aussi éloignés du numérique. Il y a d'autres moyens effectivement d'aller faire comprendre la donnée aussi aux gens, ou même tout simplement avec des jeux de données très très simples.
Les prénoms, ça marche très très bien avec un public, parce que ça parle aux familles, c'est très facile. Ou même tout simplement avec des données autour de l'identité de la personne, ça parle. Enfin voilà, on n'est pas obligé d'aller dans des données complexes pour expliquer effectivement aux gens comment l'utiliser, mais on n'est pas obligé surtout d'aller tout de suite dans une application à développer, quoi. C'est pas forcément ça voilà, ce qui est attendu forcément derrière, systématiquement. Moi, je veux bien compléter aussi sur l'expérience qui a été menée sur l'équipement justement d'une place. Alors à la base, c'est un équipement très technologique puisque justement on est sur des différents types de mesures pour capter les places de stationnement qui sont utilisées, donc avec différentes technologies. Et puis en même temps, il y a des points d'apport volontaires pour les verres, les ordures, etc. Et là aussi avec des sondes de remplissage à l'intérieur pour éviter les dépôts sauvages autour. Mais en fait, à toute cette technologie ont été associés un panel d'habitants puisque c'est une place qui a été complètement recomposée dans un cadre, dans une opération urbaine. Et donc, c'est comment les habitants en fait se sont appropriés les choses, les commerçants autour de la place. Et en fait, l'idée de la collectivité, c'est vraiment de passer justement une offre de services qui est descendante et qui n'est pas forcément la vision que peuvent avoir les habitants, pour inverser les choses et en fait faire que les services qui vont être proposés, ça vienne d'eux aussi. Et c'est pour ça qu'il y a ce lieu forum qui est mis en place, qui va être en fait un lieu et qui va pouvoir être utilisé pour qu'ils viennent aussi travailler et qu'ils aient envie de créer leur propre service. Et ça fait le lien avec la deuxième question que vous aviez du portage du leader politique qu'il porte. Oui, je confirme que si c'est pas porté par, qu'il n'y a pas un véritable portage politique et une véritable volonté de travailler à l'échelle du territoire ou tout au moins d'un périmètre qui a été déterminé, on retombe très vite dans les silos, on retombe très vite dans chaque politique publique et il y a une véritable nécessité à avoir un pilotage, une stratégie en fait qui confronte tous les gros projets structurants de la collectivité et surtout de voir à quel moment ils se frottent les uns aux autres pour que voilà il y ait tous cette capitalisation en fait des effets intéressants et de surtout pas confondre en fait un management de projet avec des conduites d'opération parce qu'on peut en avoir plein, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un véritable pilotage et une vraie gouvernance et qu'elle soit partagée, mais qu'elle soit transparente aussi. Je partage également qu'en Poitiers, on a toujours eu la chance d'avoir quelqu'un qui portait effectivement qui portait les sujets dès le départ sur la donnée, sur le système d'information géographique, et puis les sujets là sont repris également par la nouvelle équipe et les élus sur la ville intelligente également. Donc je pense que sur Poitiers effectivement il y a une bonne dynamique au niveau des élus et également de la direction générale sur toutes ces questions-là. Donc ça, de toute façon c'est fondamental parce que sinon ça marche pas, de toute façon, c'est sûr. Juste pour conclure là-dessus, alors je rejoins les collègues sur l'importance du portage politique, mais malgré tout, et on le voit à l'échelle communale, ça s'impose à eux maintenant. Et en fait, il y a une réalité, alors on a parlé, le risque cyber notamment, qui devient très très prégnant, les demandes citoyennes, voilà, quand on dit les petits maires, ils sont peut-être loin de ça, non, en fait, ils sont, parce que les familles, elles ont besoin de ces outils-là, et en réalité, ils ont peut-être plus finalement besoin de numérique que dans des grosses collectivités comme les nôtres, qui sont plus en distance avec le citoyen. Il y a les enjeux moi ce que j'appelle la citoyenneté numérique qui s'impose aussi à eux. Donc au final, je pense que ça va s'imposer. Même s'il n'y a pas de lobbying ou de portage, c'est une question qui de toute façon est là et ne pourra pas ne pas être traitée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos présentations, la réponse aux questions. Je pense qu'on peut applaudir nos panélistes.